Voilà, bonjour à vous. Si vous venez de nous rejoindre, heureuse de vous retrouver dans ce café des libraires, où au moins, en plus, on est à l'abri de la pluie. Hein, c'est pas mal aussi. Le café des libraires, où les libraires qui interviewent les auteurs vous donnent très envie de poursuivre une rencontre avec eux dans leur livre, ce qui fait que vous préparez vos porte-monnaies pour aller au salon du livre, faire dédicacer vos livres, etc., etc., après les rencontres, la plupart du temps. Alors là, je suis très émue, bien sûr, puisque le libraire en question, c'est quand même le boss, hein, the boss, Pascal Thuot, qui est avec nous pour ce nouveau plateau, La Fabrique des héros. Pascal, qui est directeur général des librairies 1000 pages à Vincennes, je ne vous donne pas les adresses, hein, et secrétaire général du festival America. C'est toi aussi, Pascal, qui définit un petit peu les titres et le contenu des plateaux, je pense avec Brinda peut-être. Alors moi déjà, je ne suis pas un héros. Tu n'es pas un héros ? Non, il ne faut pas croire ce que disent les journaux, et ni Maët. Si. Non. Alors le Café des libraires, c'est vraiment Brinda qui fait la programmation, les 21 plateaux qui vont se dérouler à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche soir. Voilà. On a délégué un petit peu avec Francis et surtout on avait besoin que quelqu'un d'autre apporte un autre regard, une autre manière de composer ces plateaux. Alors, ils sont composés, comme on le disait, ce ne sont pas des débats à thème, mais il y a quand même quelque chose, la plupart du temps, qui réunit les auteurs, ou leurs livres, ou leurs personnages, etc., etc. Donc, celui-ci s'appelle La Fabrique des héros. Donc, Pascal Thuot, c'est la première information, n'est pas un héros. Pas encore. Mais ça va venir. Et avec nous sur le plateau, Maxime Léo, qui lui parle du héros de Berlin dans son dernier livre, qui est traduit de l'allemand par Olivier Manoni, qui est paru chez Actes Sud en mai 2024. Et Maxime parle français. Merci, c'est bien. Ensuite, à côté de Maxime, Déborah Willis, qui est canadienne et qui, évidemment, parle français aussi, et qui a écrit un livre qui s'appelle « Girlfriend on Mars », traduit de l'anglais par Clément Baude et paru chez Rivage. Et puis, à côté de moi, Downey Walton, qui a écrit le dernier revival d'Opale et Neve, traduit de l'anglais par David Fauquembert, paru chez Zulma en août 2023. Et c'est Gaël Benaccio qui traduira, qui fera l'interprète pour cette rencontre. Alors, je crois que tu as décidé de commencer d'une manière extrêmement originale, par ordre alphabétique. Oui. Oui, j'ai trouvé ça très bien. Je me suis dit que c'était vraiment la meilleure manière, parce qu'en fait, je n'ai pas d'ordre de préférence dans ces livres, qui sont 3 livres que j'ai vraiment adorés. Qui sont des livres énergiques, puissants et qui en même temps expriment chacun un des aspects les plus saillants de nos sociétés modernes, le mensonge, l'ambition démesurée de certains grands magnats de la Silicon Valley, et puis ce qui nous fait vibrer à tous âges de la vie, la musique et ces zones d'ombre aussi. Voilà. Alors, donc, tu vas commencer par Maxime Léo, qui est né à Berlin-Est. Il a fait ses études de sciences politiques à Paris, ce qui explique peut-être pourquoi vous parlez bien français. Vous êtes journaliste au Berliner, toujours Zeitung ? Non plus, mais c'est une mauvaise information, on la gomme. C'est comme si j'avais rien dit. Vous avez obtenu le prix franco-allemand du journalisme en 2002. Et votre roman autobiographique Histoire d'un Allemand de l'Est, qui a été traduit et qui est paru chez Actes Sud en 2010, a obtenu le prix du livre européen. Et il y a eu ensuite un autre livre qui s'intitule Là où nous sommes chez nous. On se demande si ce n'est pas encore une histoire de famille, hein, une famille éparpillée, qui a été traduit en 2021, paru lui aussi chez Actes Sud, comme celui qui va nous occuper aujourd'hui, Le héros de Berlin. Voilà, être ou ne pas être un héros, telle est la question dans ce livre. Oui, c'est vraiment la question. Donc, vraiment, je vous recommande très chaudement ce roman qui m'a à la fois fasciné, fait rire et en même temps qui m'a vraiment interpellé sur ces questions qui sont celles de la fabrique de l'individu médiatique. Alors au départ,
Michael Hartung n'est pas du tout un héros, c'est un homme ordinaire, c'est un homme un peu perdu à la périphérie de Berlin. Il a été un citoyen de la République démocratique allemande, et lorsque celle-ci a disparu, après la chute du mur de Berlin, eh bien, il s'est retrouvé un peu pris dans les remous de cette recomposition allemande qui finalement n'a pas été forcément très heureuse et très bénéfique pour tous ces citoyens de l'Est qui se retrouvaient un peu dépossédés de leur histoire. Et eh bien Michael, lui, il se réfugie dans un cinéma qu'on a bien connu dans notre passé, les films de Louis de Funès notamment. Il tient un petit vidéoclub qui s'appelle le Movie Star. Et est-ce encore une bonne idée de tenir un vidéoclub dans le monde qui est le nôtre, puisque plus personne ne rentre dans un vidéoclub pour louer des cassettes vidéo. Nous avons tout en streaming chez nous, par la magie de l'informatique. Et puis un jour, un homme rentre dans cette boutique, qui s'appelle Alexander Landman. Il est journaliste et il cherche à tout prix un sujet qui lui permettrait de redosser, de redresser un peu l'échine dans un journal où il n'a pas vraiment une place formidable. Et ce sujet, il l'a trouvé, parce qu'il a été fouillé dans les archives de ce pays oublié, la RDA, et il a trouvé dans les archives de la Stasi, justement, il a trouvé le nom de Michael Hartung. Et il l'a trouvé d'une façon tout à fait étonnante. Et là, Maxime Léo, vous allez nous expliquer ce qu'il a trouvé et ce qui va même surprendre Michael. Oui, donc bonjour d'abord. Je suis content que vous étiez ici, dans cette belle tente, sous la pluie, hein, et sans se faire mouiller. Oui, donc il trouve dans les archives un dossier qui parle de la fuite la plus importante des Allemands de l'Est, donc des Berlinois de l'Est à Berlin-Ouest dans les années 80. Ouais, et cette fuite avait lieu dans un train, dans une sorte de train de ville. 127 personnes s'évadent involontairement parce que comment dire, l'aiguillage est mis de manière... parce qu'il y a la gare de Friedrichstraße à Berlin. Je ne sais pas si vous connaissez Berlin. C'était la gare où passaient les gens qui voulaient passer de Berlin-Ouest à Berlin-Est. Et les trains qui passaient du réseau de l'Ouest à l'Est devaient aussi passer là-bas. Donc il y avait c'était le point central d'échange ferroviaire entre les deux côtés de la capitale, de Berlin. Et donc Hartung est mentionné dans ce dossier comme celui qui était à l'origine de cette fuite, ce qui n'était pas du tout le cas, parce qu'il était juste un peu bourré cette nuit, et il a cassé un truc, et cette aiguillage... Oui, il casse un boulon de l'aiguillage. Voilà. Et donc le train passe à l'ouest, mais la question c'est déjà une question de départ. Est-ce que pour être un héros, est-ce qu'il faut le vouloir? Est-ce qu'il faut être conscient de ce qu'on veut? Ou est-ce que quelqu'un qui a juste un peu trop bu et qui casse quelque chose peut être considéré comme un héros juste pour la conséquence de ses actes? Et donc ce Hartung, il correspond beaucoup à ce que les Allemands de l'Ouest, comment ils voient les Allemands de l'Est. Hein, et donc il a en fait toutes les qualités ou toutes les non-qualités. Il répond pas mal à ces stéréotypes. Et donc il fait une carrière d'héros parce qu'ils veulent qu'il soit le personnage qu'il n'a jamais été. Alors surtout, il y a un grand besoin de héros, parce qu'on va commémorer le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Donc il y a un besoin absolu de trouver quelqu'un qui va le représenter. Donc il y en a d'autres. Il y a une véritable concurrence victimaire qui se met en place à ce moment-là. Il faut que les gens se signalent et surtout profitent de cet éclairage médiatique, de cette petite ouverture pour exister. Et tout se fait en fait avec la complicité de la presse, des médias, notre ami Alexander Landman n'étant que l'un des messagers d'un système beaucoup plus vaste. Alors pour préciser un peu qui est Michael, Michael c'est un homme mélancolique, il est divorcé, il est ignoré par sa fille, il a autour de lui des gens avec qui il nourrit le même ennui, le même sentiment d'abandon,
Bernd, notamment, qui est l'un de ses voisins, personnage secondaire absolument délicieux, drôle et émouvant aussi. Je dirais que quand Alexander Landman lui propose d'être le centre de cet article qui va révéler l'acte héroïque qu'il a commis par le passé, au départ, il ne veut pas de cette gratification parce qu'il ne se sent évidemment pas du tout légitime. Mais il a quand même des problèmes d'argent. Et l'argent, forcément, à un moment donné, quand on a des dettes, c'est quand même pas mal. Oui, il veut pas être celui qui est censé d'être, mais il cède finalement parce qu'il a besoin d'argent. Il a besoin aussi un peu d'amour peut-être, aussi un peu de la considération, de l'attention de sa fille. Et finalement, il n'a jamais été un héros, donc ça lui plaît. Hein, c'est pas désagréable d'être un peu dans un... Oui, d'être regardé par les autres, vu de manière différente. Donc ça lui plaît pas mal, même s'il a quand même un grand problème avec le mensonge. Notamment quand il rencontre une femme qui était dans ce train, qui a quitté Berlin-Est, qui a changé toute sa vie parce qu'elle était donc passée de l'Est à l'Ouest sans le vouloir. Et elle veut le remercier parce qu'il était quand même le maître de son destin, soi-disant. Et donc, il va se décider à un moment donné jusqu'à quel moment il maintient ce mensonge, comment on peut faire, Et en même temps, il se rend compte que tous les Allemands de l'Ouest qu'il rencontre, toujours, quand il veut sortir du jeu, il tombe toujours une case au-dessus. Hein. C'est toujours tout ce qu'il fait pour sortir du jeu fait que le jeu continue de manière beaucoup plus turbulente encore. Il y a le président fédéral qui le reçoit, il doit faire un discours au Parlement allemand pour le 30e anniversaire de la chute du mur, avec Gorbatchev, avec le président français et tout. Donc, il pénètre l'échelle. Il est pris dans un engrenage. Oui. Il est pris dans un engrenage. Et en fait, ce qui m'a fasciné dans votre livre, outre la construction qui est tissée d'aller-retour entre le présent et le passé, évidemment, parce qu'on va essayer de comprendre quel est je dirais, l'ADN de cette nostalgie qu'on appelle l'ostalgie en Allemagne, qui essaye de revaloriser l'image d'un pays perdu tout en le maintenant à distance, c'est-à-dire on n'en veut pas vraiment, mais il y a comme une sorte de fascination quand même à faire remonter ces images. Et moi, ça m'a quand même interpellé dans le sens où je me suis dit que ce premier roman, en réalité, puisque vos livres précédents sont des livres qui travaillent la mémoire familiale, la mémoire de votre famille, avec des personnages comme le personnage de vos grands-parents, qui sont des personnages assez extraordinaires. Finalement, ce premier roman, ça n'est pas totalement une œuvre de fiction. Non, c'est bien sûr, il y a aussi des éléments autobiographiques, hein, parce que finalement, on écrit toujours de soi-même, et le thème du imposteur, ça a toujours été... Moi, j'ai toujours... Quand j'avais 16 ans, 17 ans, j'ai menti comme un diable juste pour apparaître plus intéressant, pour être plus... Donc je connais très bien ce sentiment de vouloir être quelque chose qu'on n'est pas ou qu'on n'est pas encore. Et notamment, les Allemands, quand j'avais 16 ans, 17 ans, c'était très embêtant parce qu'il y avait des jeunes du même âge qui venaient de Berlin-Ouest. Et juste parce qu'ils venaient de Berlin-Ouest, ils pouvaient avoir des filles les plus belles, ils étaient toujours les premiers dans les discothèques, ils étaient des héros juste parce qu'ils venaient de l'Ouest. Et donc, avec un copain, on a décidé de devenir aussi des Allemands de l'Ouest. Donc, on a joué les Allemands de l'Ouest à l'Est. On a demandé aux gens comment ils allaient, s'ils avaient faim et tout. Et donc, avec les filles, ça a bien marché aussi. Sauf que j'ai complètement oublié que jusqu'au moment où on a accroché avec 2 filles, ils nous ont demandé, mais vous ne devez pas, parce qu'on avait toujours le droit de rester seulement 24 heures à Berlin-Est, vous ne devez pas partir là, parce que vous êtes... Donc juste avant de devenir plus explicite, on a dû partir. Et donc
moi, j'ai toujours adoré ce côté, ce côté joyeux du jeu de celui qui, oui, qui prétend quelque chose qu'il n'est pas. Qui est pris à son propre jeu. Oui. Mais il y a quelque chose de très émouvant chez ce personnage et aussi chez Alexander Landman. Alors, il faut dire quand même quelques mots du journaliste. Il est originaire du Kazakhstan. Il fait partie de cette composante germanophone qu'on appelle les Volksdeutsche, qui sont des Allemands ethniques d'Europe centrale, orientale, qui ont été déportés sous Staline et ensuite rapatriés en Allemagne, donc, après la Seconde Guerre mondiale. Donc là, on a aussi une composante très méconnue, assez effacée en Allemagne, et on a le sentiment que pour lui, c'est aussi une façon d'exister en faisant naître un sujet qui n'en est pas un, parce qu'il y a une petite ambiguïté. Est-ce qu'il y croit vraiment lui-même à cette histoire de Michael Hartung, héros de la liberté? Oui, au début, oui, je crois. Enfin, il veut y croire. Moi, j'étais quand même moi-même journaliste et je sais que la pire chose pour une belle histoire, c'est la recherche, hein, parce que ça casse les meilleures histoires. Donc lui, il ne veut pas prendre ce risque. Il a une idée et il la poursuit malgré les évidences qui sont assez évidentes mais qu'il ignore. Les deux, en fait, se mettent un peu dans cette situation sans le vouloir. Il n'y a pas un qui veut plus ou qui est plus coupable que l'autre. Mais ce qui m'a intéressé dans cette histoire, c'était quand même avant tout, enfin, c'était le point de départ de cette idée que comment on écrit l'histoire, hein, qui écrit l'histoire et qui décide qui est un héros et qui n'est pas un héros. Parce que après 30 ans, après la chute du mur, j'avais toujours l'impression que à chaque anniversaire de la chute du mur, cet État allemand de l'Est devenait de plus en plus une caricature, un État où il n'y avait que des citoyens très courageux qui ont fait tomber le régime et les gens de la Stasi qui étaient très très méchants. Il n'y avait pas de vie normale dans cet État. Il n'y avait pas des gens qui étaient juste tout simplement des gens normaux. Le soleil était quand même pas souvent là. On n'a pas beaucoup ri. La sexualité était quasiment inexistante. Donc c'était un peu l'image que les Allemands de l'Ouest avaient de ce pays. Et je trouvais ça intéressant, comment une image comme ça naît, qui a l'intérêt parce qu'on dit toujours que c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire, hein, ou que l'histoire, c'est le mensonge sur lequel on s'est mis d'accord. Et comme c'est clairement les Allemands de l'Ouest qui écrivent l'histoire des Allemands de l'Est, il y a un décalage, hein, il y a quelque chose qui est compliqué. Et au lieu de faire quelque chose d'amer ou de trop sérieux, je voulais écrire une comédie. Voilà, je trouve, en riant, c'est peut-être la meilleure façon de se réconcilier avec tout ça. Ah, oui. Absolument. On est d'accord. Donc ça s'intitule Le héros de Berlin. C'est traduit de l'allemand par Olivier Manoni et c'est paru chez Actes Sud. Et comme Alors, on notre enchaîne. besoin de héros est impossible à rassasier, Nous allons découvrir maintenant le livre de Deborah Willis, Girlfriend on Mars, traduit de l'anglais par Clément Baud, paru chez Rivage. Ah, tu voulais... Je me suis trompée. c'est bon, pas grave. allez, C'est pas grave. on roule. Bon, j'ai pas fait l'ordre alphabétique. Voilà, je me suis trompée. Alors, vous êtes canadienne, vous vivez à Calgary, dans l'Alberta, une province de l'ouest du Canada. Vous êtes scénariste, auteur de 2 recueils de nouvelles qui ont été récompensés, et vous signez avec ce livre votre premier roman, salué par la presse et même par votre consoeur, Émilie St. John Mandel, qui parle d'une écriture élégante et incisive. Voilà. Je te laisse, Pascal, dire un peu de quoi il est question. Alors là, on peut dire quand même que c'est pas un roman banal du tout. Hein. Voilà. Donc, en fait, ce roman commence de façon très simple. Un couple, Amber et Kevin, qui vivent retranchés dans un entresol, un appartement à Vancouver. Alors, ils ont une activité qui n'est là aussi pas forcément commune, hein, puisqu'ils cultivent, vendent et fument une partie du cannabis qu'ils abritent dans leur appartement. Écoutez, ça leur suffit. Ils vivent là, pourquoi ? Parce qu'il faut absolument qu'ils puissent stabiliser les angoisses générées
par l'état du monde, par ces nouvelles qui tombent en cascade et qui nous annoncent la catastrophe qui vient. Alors ils s'aiment d'un amour pur et réel, ils planent ensemble, ils regardent la télévision, et puis un jour, Amber se dit « bon, c'est bon là, ça suffit ». Il faut que je sorte, il faut ouvrir les fenêtres, il faut qu'il se passe quelque chose. Et en fait, sans le dire à Kevin, elle va s'inscrire à un jeu de télé-réalité qui s'appelle Mars Now. Alors Mars Now, c'est promu par un homme qui pourrait être une sorte d'Elon Musk dans un futur tout à fait proche et qui décide de sélectionner des personnes pour, à la fin d'un cycle de sélection assez drastique, hein, ça ressemble un petit peu à Survivor mélangé à Koh-Lanta, eh bien, de trouver un couple idéal qui seront les 2 premiers humains à vivre sur la toute première colonie martienne. Alors il y a un hic, c'est qu'il n'y a pas de retour possible. Ils ne reviendront jamais. Comment avez-vous eu cette idée saugrenue de créer ce jeu complètement dingue dont on se dit qu'il y a bien quelqu'un qui va se dire il y a peut-être une chouette idée là. Oui. Voilà. Moi, quand j'ai conçu cette idée, je me suis dit tout de suite, bon, c'est la meilleure idée que je vais avoir de ma vie. Il faut que ça soit un roman. Alors, à ce moment-là, c'était 2012. J'ai lu quelque chose dans les nouvelles. Il y avait une organisation réelle qui voulait faire ça, qui voulait avoir une émission de télé-réalité et les gagnants vont aller à Mars. Et c'était pas mal différent que la situation que moi j'ai conçue, mais c'était le germe de l'idée. Moi, ça me fascinait que tellement de gens voulaient faire ça. Alors, il y avait un site web avec des centaines de mille de gens qui ont mis leur... je m'excuse mon français, mais pas parfait. Ouais. Des applications. Des applications? Oui, merci, les applications. Bon, c'est facile. Candidature. Ah, candidature. OK. Merci tout le monde. Oui, alors ça me fascinait. C'était vraiment, je trouvais ça très courageux que les gens ils voulaient aller tellement à Mars. Bon, et aussi pour explorer. Beaucoup de gens ils disaient je me sacrifie pour qu'on apprend plus de l'univers. C'est vraiment de l'univers, c'est vraiment honorable. Mais aussi, c'était vraiment triste pour moi de penser à tellement de gens qui voulaient quitter leur famille, quitter leurs amis, quitter l'eau potable, quitter l'air respirable. Alors, je pensais à ça beaucoup. J'ai écrit une nouvelle. Je savais que je voulais écrire un roman, mais ça m'a pris beaucoup d'années pour que je pouvais, que j'avais la capacité de le faire. Alors, le livre est très judicieusement construit, chapitres alternés. On sera d'un chapitre à l'autre avec Amber et avec Kevin. Ce qui est très intéressant, c'est que finalement, on va voir les sélections auxquelles Amber va être soumise par les yeux de Kevin. Est-ce que c'était vraiment important de ce petit décalage qui met aussi le lecteur dans le rôle d'une sorte de voyeur? Oui, pour moi, la structure, je voulais que la structure, c'est un peu comme une émission de télévision que Kevin, il regarde sa copine à la télévision. C'est un peu bizarre parce qu'il vit avec elle, mais maintenant, elle est partie. Elle voyage tout le monde, autour du monde. Et puis, c'est très intime pour lui, puis il peut voir sur son visage des émotions qui sont réelles sur la télévision. Alors, je voulais que Amber, il y a un peu de distance, c'est aux troisième personne.
et surtout, c'est un peu comme une caméra qui lui suit, mais aussi, je voulais que ça soit... qu'on connaît Amber aussi. Alors après, ce qu'on va vite découvrir dans le livre, c'est-à-dire qu'il y a l'aspect comique, un peu comme chez Maxime Léo, il y a un aspect comique évident, on rit beaucoup, on est, je dirais, très confortable dans ce livre, où l'humour et la malice et l'élégance soulignée par Émilie St. John Mandel forment vraiment un cocktail tout à fait savoureux. Mais ce qu'on va percevoir aussi, et c'est là, je dirais, l'un des thèmes importants du livre, c'est que le virtuel, la novlangue, cet environnement des réseaux sociaux produit des effets désastreux sur la vérité. Et là, on rentre dans un processus qu'on a pu là aussi sentir chez vous, Maxime Léo, c'est qu'on accède à quelque chose qui n'est plus la vérité, mais une sorte de post-vérité. Oui, c'est vraiment effrayant et on voit ça maintenant même plus. Moi, j'ai écrit ce livre, Le Brouillon, en fait, je l'ai écrit en 2019. Alors, Trump, il était président. Moi, c'était un peu une obsession de voir que lui, il dit quelque chose, il dit un mensonge. À ce moment-là, c'était sur Twitter. Puis des millions de personnes, ils vont suivre ça, ils vont lui suivre dans une autre réalité. Et je parlais justement avec un journaliste, je disais, il y a des gens maintenant, et c'est pas peu de gens qui croient que la Terre est plate. Alors bon, ils existent dans une réalité. C'est pas... Alors c'est effrayant. Elle est un peu aplatie. C'est effrayant, ça brise le cœur vraiment, et aussi c'est absurde. Alors je pense qu'on a besoin d'humour maintenant pour survivre dans cette confusion, les réalités qui se battent. Est-ce que vous seriez d'accord l'un et l'autre pour dire, Maxime et Déborah, pour dire que passer par le roman comique, c'est le meilleur moyen de devenir politique? Qu'est-ce que vous pensez? Je ne sais pas. Je crois que la politique est toujours involontairement drôle. Moi, je ne peux pas autrement. Je n'ai pas encore écrit un livre trop sérieux, je crois. Enfin, ou sérieux dans le sens où ce n'est pas drôle. Parce que même l'humour peut être très sérieux, je trouve, et même grave et horrible. Mais... j'ai toujours eu du mal à me prendre moi-même trop au sérieux. Donc, l'humour me permet de garder une distance par rapport à moi-même, par rapport à mon sujet. Et c'est aussi plus gai pour le lire. Oui, moi, je pense que peut-être c'est vrai, on a besoin de ça dans les politiques parce que c'est vraiment des divisions. Et il faut qu'on se connecte, même si on existe dans des réalités séparées. Et peut-être l'humour, c'est une manière de faire ça. Pour moi, je pensais vraiment que je veux que ce roman, qu'on voyage, on fait un voyage pas mal sombre, mais je veux pas que c'est pas marrant à lire. Je veux que les gens qui veulent aller sur ce voyage avec moi. Et les personnages secondaires, enfin tous ces couples qui vont être potentiellement des vainqueurs, mais qui seront éliminés au fur et à mesure, sont très savoureux. Et là aussi, on a quand même un sentiment très fort que finalement, la caricature rejoint la réalité. Avec ces personnages, les personnages son nom m'échappe, je ne l'ai pas noté, mais de concurrentes japonaises, on a l'impression que c'est une machine de guerre, qui va tout renverser sur son passage. Et en fait, on découvre que les gens se glissent en fait dans le rôle qu'on leur assigne. Oui, c'est ça, oui. C'est un rôle, mais aussi, je voulais... il y a beaucoup de personnages parce qu'il y a beaucoup de candidats sur l'émission, mais je voulais que chacun... c'est un être humain, c'est compliqué un peu. Et aussi, je voulais que la fin du livre, ça soit honnête. Vraiment, ça soit... que la réalité vient et qu'on existe là-dedans. On va vous laisser la découvrir, parce que la fin du livre est assez... stupéfiante et surtout vraiment bouleversante. Voilà. Et bon, c'est très drôle et en même temps, enfin, c'est fou, quoi. Voilà. Et avant de passer à Donnie Walton, j'ai envie de vous poser une dernière très brève question. Chez Donnie Walton, on est dans le monde de la musique, le rock and roll, les années 70. Eh bien, il y a beaucoup moins de drogue
que dans votre livre où la drogue est omniprésente. Et cette histoire d'amour qui est très enfumée m'a fait me demander, est-ce qu'on peut aujourd'hui encore s'aimer simplement sans se défoncer? Je pense que oui, mais ça prend un effort. Je pense que, bon, les gens, je trouve ça, c'est pas seulement les drogues, c'est peut-être, on a une, comment est-ce qu'on dit, addiction? Addiction. Addiction, bon, ok. Des addictions pour être online ou quelque chose pour échapper les émotions difficiles. Et si on peut pas sentir tout ça qui est vraiment pénible, on peut pas vraiment être en relation avec les autres. Alors, il faut pas, à un moment, il faut laisser les drogues et tout ça. Et je pense que Kevin, il voit ça un peu. Il faut être avec, à la tristesse ou le deuil ou qu'est-ce qu'il soit pour se connecter avec les autres. En tout cas, un roman fantastique. Voilà, donc je rappelle le titre, Girlfriend on Mars de Deborah Willis, paru chez Rivage et traduit de l'anglais par Clément Baude. Voilà, et puis on va découvrir maintenant le livre de Downey Walton, le dernier revival d'Opale et Neve, traduit de l'anglais par David Fauquembert, écrivain lui-même d'ailleurs, édité chez Zulma, paru en août 23, et c'est Gaëlle Benaccio qui assure l'interprète. Taria. Journaliste et romancière, Downey Walton est née, on s'en fiche, dans les années toute jeune, on peut le dire, mais je ne dis pas. Les thèmes de l'identité, du lieu et de l'influence de la culture pop lui sont très chers. Vous vivez à Brooklyn, vous êtes originaire de Jacksonville, en Floride, et c'est votre premier roman dont vous allez parler ici avec Pascal, mais il a été acclamé par la presse et le public. Il est en cours d'adaptation en série TV. C'est vrai? Il est en cours d'adaptation pour une série TV, je crois. What happened? There was a Hollywood writers' strike, and many projects went to the graveyard in the process. We are hopeful that there will be an adaptation someday, however. Ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il y a eu une grande grève des scénaristes à Hollywood. Oui, c'est vrai. Et à ce moment-là, il y a beaucoup de projets qui se sont retrouvés dans le fossé. Et donc, effectivement, on a bon espoir qu'une adaptation voit le jour. Ça raconte l'histoire d'un duo? Ça raconte l'histoire d'un duo et j'avais lu avant de découvrir le roman qu'on allait, en le lisant, penser que ce duo existe. Et je me suis dit, ouais, ok, d'accord. Bon, eh bien, c'est vrai. C'est vrai parce que Opale et Neve prennent vraiment naissance dès les premières pages du livre. Alors, qu'est-ce que raconte ce livre? En fait, c'est dans une forme assez inattendue, très dynamique, très vivante. Le rendez-vous manqué de deux très talentueux chanteurs et performeurs avec le succès. En fait, ils n'auront jamais, en tant que duo, le succès auquel ils étaient promis. Que s'est-il donc passé? Et une journaliste va mener l'enquête. Cette journaliste, elle s'appelle Sunny Shelton. Elle est rédactrice en chef d'un journal très célèbre qui couvre l'actualité musicale. Elle a un intérêt un petit peu particulier à mener cette enquête. Je dirais qu'elle a deux raisons de le faire. Déjà, il y a un bruit qui court, comme quoi le duo se reformerait pour une sorte de tournée d'anniversaire de cet événement qui a été le leur des années auparavant. Mais il y en a un deuxième. C'est que Sonny Shelton, en fait, son père était batteur du groupe et un soir, lors d'un concert, une sorte d'événement terrible va se dérouler, puisque pendant ce concert, il va y avoir un meurtre. Son père, le batteur, va être tué dans des circonstances tout à fait atroces. Une sorte d'Altamont, après la lettre, un événement totalement inouï va se dérouler. Alors déjà, la question que j'aimerais vous poser, Dolny, c'est quand vous avez pensé ce livre, qu'est-ce qui est venu en premier? Est-ce que c'est votre connivence avec la culture musicale qui a produit ce livre, ou est-ce que c'est l'un des personnages qui vous est apparu et vous vous êtes dit, il faut absolument que j'écrive
sur eux de cette façon. Yes, thank you so much for that question. It's a pleasure to be here. I'm so sorry that I don't speak French. I was inspired, really, it's everything you mentioned. I grew up in Florida. I was a teenager in the 90s and really loved a lot of music that back then felt taboo for me to love, because music in America has been so boxed into categories and so racialized. But I was a young Black girl who loved rock and roll. I'll stop there. Déjà, merci pour cette question. C'est un grand plaisir d'être ici avec vous tous et mes excuses, je ne parle pas le français. Donc, pour répondre à votre question, c'est tout ce que vous avez mentionné qui m'a poussée à écrire le livre. Je viens de Floride et quand je grandissais, que j'étais une adolescente dans les années 90, j'écoutais des musiques qui me paraissaient tabous à l'époque, des groupes de musique qui me paraissaient tabous parce qu'aux États-Unis, la musique est rangée dans des catégories très fermées et même racialisée. Et eh bien moi, il se trouvait que j'étais une jeune fille noire qui aimait le rock'n'roll. And so I always had a desire to see a very particular kind of rock and roll star who had the political sensibility of, say, someone like a Nina Simone, with the style of a Grace Jones and the sort of attitude of an Eartha Kitt or something like that. All these women together that I wanted to see in the world. Eartha Kitt. Yes. Eartha Kitt. J'avais le désir à l'époque de voir un genre très particulier de star de rock'n'roll émerger, quelqu'un qui aurait la sensibilité politique d'une Nina Simone, qui aurait le style de Grace Jones et qui aurait l'attitude de Eartha Kitt. Que je ne connais pas. Eartha Kitt. Merci. And the idea very much sparked, I watched a documentary called 20 Feet from Stardom. And it's a film about background singers, women whose voices that you know very well, but you may not know their names or their faces. En fait, l'idée plus précise m'est venue en regardant un documentaire qui s'appelle 20 Feet from Stardom. Donc ça veut dire à 20 pieds de la célébrité. C'est un documentaire consacré aux choristes, vous savez, les personnes qui chantent à l'arrière, dont vous connaissez très bien les voix, mais dont vous ignorez les noms et les visages. And what I learned was women who had the potential to be that rock star I wanted to see, they existed. They were real, but I didn't know about them. And so writing the novel for me was kind of creating a character and daring to dream that she could have become famous, that she could have been ahead of her time. Et donc ce que j'ai appris en regardant ce film, c'est que la star dont je rêvais, en fait, elle existait en potentiel. Et jusque-là, je ne le savais pas encore, je n'avais jamais vu ce genre de personne. Donc, en fait, écrire ce livre, ça m'a permis de rêver et de créer ce genre de personnage. And so we talk on this panel about making of a hero. Opal was a hero to me in my mind. And the blending of reality and fiction in the book was me trying to make her feel as real as possible because I wanted her so badly to exist. Ce dont nous parlons dans cette session, c'est de la fabrique des héros. Et Opal, mon personnage, pour moi, c'est une héroïne, c'est l'héroïne que j'avais à l'esprit. Et le fait que mon livre paraisse si réel, on ne sache plus très bien si on est du côté de la fiction ou de la réalité, c'est justement parce que moi, je voulais tellement qu'elle existe, je voulais tellement qu'elle ait l'air réelle.
Alors, Opal est une sorte de déesse noire, afro-punk avant la lettre. On est au début des années 70, le punk n'est pas encore né. Et Neve, Charles Neville, lui, c'est un folk, un songwriter anglais, donc très palichon, très précieux. Et en fait, ce duo va exister par la grâce d'une idée, d'un coup de baguette magique de la part d'un producteur, Bob Hayes. Finalement, ce duo, il ne pouvait pas tenir puisqu'il a été préfabriqué, avec deux caractères très très différents. Une femme libre et un homme qui, lui, a beaucoup d'ambition. Yeah, the way I imagined that these two very different people on the outside, physically very different, of course, from different countries, different genders, they come together to create something that is indescribable, magical, and very, very combustible and confrontational to some people. Effectivement, j'ai imaginé deux personnages qui sont extrêmement différents, en tout cas différents à l'extérieur, différents physiquement, différents par les pays dont ils viennent, différents par leur genre, et ensemble, ils créent quelque chose qui est indescriptible, qui est magique, qui est combustible au sens où il disparaît, et qui est aussi très impertinent. But they don't start out this way. As in 20 Feet from Stardom, Opal starts out as a background singer for Neve. And then, as you said, Pascal, there's a concert that sort of pushes them in a very different and radical direction. After that point, Neve can no longer sing his little folk songs, his little love songs. They become quite political because of what happens at that concert. Au début, comme dans le documentaire 20 Feet from Stardom, Opal est une choriste. Donc elle chante pour Neve. Et comme vous l'avez dit, Pascal, à un moment, il y a un concert qui les pousse dans une direction radicalement opposée. Après ça, Neve ne peut plus continuer à chanter ses petites chansons folk. Ils sont poussés à faire quelque chose de profondément politique suite à ce concert. Ça, on va pas le raconter en détail. Il faut vraiment découvrir cette scène qui est absolument stupéfiante et qui raconte à elle seule une bonne part du grand malentendu qui continue de perdurer après la fin des lois raciales, etc. Il reste quelque chose, c'est quelque chose d'empoisonné qui continue à faire son œuvre en Amérique aujourd'hui. Et c'est ça, je crois, la force de ce livre, outre la forme qui est absolument géniale, et ça, il faut qu'elle nous dise deux mots de ça. On connaît son métier de journaliste, mais finalement, elle arrive, avec cette écriture journalistique, à fabriquer un roman qui serait d'une essence nouvelle, qui serait en quelque sorte un roman journalistique, puisqu'il y a une ambition romanesque vraiment très palpable dans ce livre, et en même temps, elle emploie toutes les ressources de l'écriture journalistique pour donner vie, pour donner voix, en fait, à ces personnages. Et c'est, je crois, dans la forme, quelque chose qui apparaît comme relativement neuf, pas au sens où ça n'a jamais été fait, mais ça n'a jamais été fait comme vous l'avez fait, Donnie. Oh, thank you. That's very flattering. The style of the novel was absolutely taken from my journalism career. I worked for many years as an entertainment journalist for a magazine and covered film, television, music, and a lot of the stories we did were about the behind-the-scenes making of different pieces of art. Merci pour ce que vous avez dit, c'est très flatteur. En effet, le style que j'utilise dans ce livre, il y a beaucoup de choses qui viennent de ma carrière de journaliste. J'ai longtemps travaillé comme journaliste dans le domaine du divertissement pour un magazine. Donc je couvrais des choses comme le cinéma, la télévision, la musique. Ce qui nous intéressait en particulier, c'est les histoires dans les coulisses, le making-of,
de certaines œuvres, de certaines performances. And the form called oral history is basically, allowing the people involved in the making of those things to speak like very directly about their memories of those things. And what I find to be interesting about that is how people's memories differ, and how the reader is then challenged to find the truth between the lines of what people are saying. And it's also just fun to let rock stars and actors and all of that kind just riff, because they're always very wild and colorful. Et à propos de la forme, donc c'est emprunté à ce qu'on appelle l'histoire orale. Donc la démarche est simple, il s'agit de donner aux personnes impliquées justement dans ces making-of, dans ces coulisses, de leur donner l'opportunité de parler directement. Et ce que je trouve intéressant dans ce genre de parole directe, de témoignage, c'est que la mémoire de ces différentes personnes ne correspond pas toujours à celle du suivant. Du coup, ça met le lecteur au défi de lire entre les lignes, de reconstruire la vérité. Et je trouvais aussi intéressant que les rockstars puissent s'exprimer directement, parce que du coup, c'était toujours très savoureux, très coloré. Voilà, sur la couverture, je trouve une citation, je pense, de l'éditeur ou de l'éditrice. « Lui rêve de gloire, elle est révoltée, farouchement libre. Vous seriez leurs plus grands fans s'ils existaient vraiment. » C'est vrai qu'on y croit. Merci de les avoir inventés. Alors moi, je voulais terminer sur une petite note. Donc, j'ai dit tout le bien que je pensais de ces 3 livres. Oui. Mais alors, quand je lis, je n'écoute pas de musique. Mais par contre, je pense à la musique qui pourrait accompagner ces livres. Et c'est vrai que j'ai beaucoup pensé à Space Oddity. J'ai pensé à Beautiful World de Divo en vous lisant. J'ai pensé à Scorpion, la fameuse chanson qui a accompagné notre jeunesse, nos 20 ans, lorsque le mur est tombé. Ouais, Wind of Change. Et en lisant Donnie Walton, j'ai pensé au Talking Heads, j'ai pensé à Stop Making Sense à cause de Lynn Mabry et de Edna Holt, j'ai pensé à Betty Davis aussi. Et en fait, j'avais envie qu'on se termine en écoutant ça. Je pense que vous avez tous reconnu Heroes de David Bowie, chanson mythique. Voilà, écoutez, on a terminé sur un autre héros qui nous a quittés il y a quelques années. Voilà, merci à toi, Pascal, merci. Pascal Thuot, pour cette belle rencontre avec ces 3 auteurs. Maxime Léo, le héros de Berlin, chez Actes Sud. Deborah Willis, Girlfriend on Mars, chez Rivage. Donnie Walton, aux éditions Zulma. Vous pouvez bien sûr retrouver les auteurs en signature sur les stands du Salon du Livre. Alors, dans quelques instants, nous allons accueillir un nouveau plateau. Moi, je vais vous abandonner et laisser la place pour ces 2 prochains plateaux. Je vous retrouverai après à mon ami Pascal Jourdana, qui travaille aussi avec moi à Saint-Malo sur le plateau du Café littéraire. Donc voilà, à tout à l'heure. Et dans un instant, on va parler des vies minuscules et des tourments de l'histoire. Tout un programme. À tout de suite. Et il fait soleil.